Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'actualité marocaine du moment est marquée par deux événements majeurs. Le premier concerne les élections générales et leurs résultats, et le second se rapporte à la mort d'Adnan Abou Walid el-Sahraoui, le chef de Daesh dans le Grand Sahara. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous reviendrons en détail sur ces deux événements. Nous analyserons l'impact de ces élections sur la scène politique marocaine et sur la politique étrangère du Royaume, notamment en ce qui concerne les relations avec les États-Unis. Nous reviendrons ensuite sur la mort d'Al-Sahraoui, son impact dans la région, et aussi sur le Front Polisario, dont les liens avec ce terroriste impliqué dans l'attaque de camionneurs marocains tués au Mali étaient notoires. Pour débattre de ces questions et faire le point sur ces deux dossiers, j'ai le plaisir d'accueillir David Pollock, qui est chercheur associé à Washington Institute. Et il a travaillé auparavant comme conseiller principal pour le Grand Moyen-Orient au département d'État américain. Nous rejoindra également Ilan Berman, premier vice-président de l'American Foreign Policy Council, basé à Washington, D.C. Il est aussi expert en sécurité régionale. Également parmi nous aujourd'hui, le colonel Andrew Milburn, un éminent expert dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et des opérations spéciales. Il a servi pendant 31 ans dans le corps des Marines des États-Unis. Il y a notamment été commandant des opérations spéciales et à ce titre a dirigé de nombreuses opérations contre Daesh en Irak. Andrew Milburn a aussi été chef d'état-major des opérations spéciales du commandement central des États-Unis. Depuis son départ à la retraite, il a produit de nombreux articles au sujet des opérations spéciales et de la guerre non conventionnelle. Mais avant d'entamer la discussion avec nos invités, nous donnerons, comme à l'accoutumée, la parole à notre chroniqueur George Landrit. George, bonjour. Vous avez récemment écrit un article dans le magazine Newslooks qui traitait des élections marocaines vues des États-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est une bonne question, Adam. Je pense qu'il s'agit d'élections très importantes, même si le citoyen américain lambda ne suit pas de près les élections à l'étranger. Parfois, il ne peut pas suivre de près même les élections américaines. En fait, le Maroc est un allié important des États-Unis depuis très longtemps. Je vois que le Royaume a pu réussir l'organisation des élections prometteuses pour la sécurité, la stabilité, le progrès, la prospérité. Le Maroc, qui est le grand vainqueur. De plus, la voix du peuple marocain a été entendue. Je pense que l'Amérique se sent très forte lorsque ses alliés et ses amis deviennent plus forts également. Franchement, je considère ces élections comme une très bonne chose à tous les égards. En effet, les résultats des élections marocaines montrent l'étendue de la confiance entre le peuple et la monarchie et l'étendue de l'engagement du régime envers son peuple. Si l'on remonte à la Seconde Guerre mondiale, la monarchie marocaine a compris l'intérêt de protéger ses citoyens, même s'il s'agissait d'une minorité. Lorsque les nazis ont réussi à contrôler la majeure partie de l'Afrique du Nord, le roi du Maroc n'était pas disposé à coopérer avec eux et à leur remettre la minorité juive marocaine en déclarant qu'ils sont des Marocains. C'est une position essentielle pour toute société qui aspire à se gouverner, car il ne suffit pas d'entendre la voix de la majorité. Oui, c'est très important. Vous ne pouvez pas passer outre la voix de la minorité, tout simplement parce que c'est une minorité. De ce fait, le Maroc possède un patrimoine riche et varié grâce à cette position, et c'est pourquoi je me sens très heureux de regarder ce qui se passe au Royaume du Maroc, parce que la démocratie y est enracinée, et j'y vois quelque chose de bien pour le Maroc et pour les États-Unis également. Merci beaucoup, George. Je me tourne à présent vers mon invité David Pollock. David, qu'attendez-vous de la nouvelle coalition gouvernementale du Maroc et quels sont, selon vous, les défis les plus importants qu'il lui faudra relever? Good. Well, thanks. I think we're in for a successful transition from. Merci Adam. Écoutez, je pense que nous sommes en train de réussir la transition d'un parti au pouvoir, le parti de la justice et du développement, en tant que parti islamiste modéré qui dirigeait les affaires du pays depuis des années,
vers un parti plus global à certains égards et plus proche de la manière traditionnelle marocaine de la gestion du service public, n'agissant pas comme un parti d'opposition, comme c'était le cas avec le Parti de la justice et du développement. Le parti gagnant des élections est un parti réaliste, pas un parti idéologique. Pour moi, cela signifie que l'accent sera mis sur deux choses, l'économie et la gestion de la crise face à la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui sévit toujours au Maroc comme partout dans le monde, malheureusement. Et quand je dis l'économie, je veux être plus précis que la plupart des analystes parce que les indicateurs microéconomiques au Maroc sont bons. Mais ce dont le pays a besoin est ce que le peuple marocain voulait, à mon avis, quand il a voté contre le gouvernement précédent et pour le RNI. C'est se concentrer sur le maintien de la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie au quotidien, c'est-à-dire l'évolution du taux d'emploi et plus de soutien aux petites entreprises et non aux grandes entreprises qui gèrent la plupart des secteurs de l'économie marocaine. En outre, la nécessité d'une répartition plus juste et plus équilibrée de la croissance économique dans tout le royaume, ce qui signifie que cela inclut même les zones éloignées, pas uniquement les principales zones urbaines. Je pense que c'est ce que le peuple marocain attend avec impatience et je crois que le nouveau gouvernement sera prêt à faire face à ces deux problèmes. Jusqu'à présent, nous n'avons qu'un chef du gouvernement désigné et chargé de former le gouvernement, et non un gouvernement qui a déjà pris les choses en main. Donc, le mieux que je puisse prédire, c'est que nous verrons un nouveau gouvernement qui sera diversifié et comprendra différents courants. Comme je l'ai dit, un gouvernement pratique qui saura traiter des problèmes et non avancer des slogans. Merci David. Je pose maintenant la question à notre invité Ilan Berman. Ilan, vous connaissez très bien la situation au Maroc où vous avez vécu pendant très longtemps. Alors quelle lecture faites-vous des résultats de ces élections législatives et de leur impact sur la scène politique marocaine? Écoutez, je pense qu'il est clair que les résultats des élections étaient très importants en ce qui concerne le volet politique. Selon ma vision des choses, le Royaume du Maroc a connu un véritable séisme électoral. Permettez-moi de souligner deux points. Premièrement, les résultats des élections ont clairement constitué un vote de défiance vis-à-vis du PJD, le parti islamiste qui a constitué une force politique dominante au niveau du gouvernement marocain en tant que parti majoritaire au cours des 10 dernières années. Une décennie au cours de laquelle l'économie marocaine a souffert et n'a pas pu se redresser à plusieurs égards. Les résultats des élections ont donc montré le manque de satisfaction des citoyens marocains à l'égard de la politique économique du PJD. Deuxièmement, les résultats des élections ont constitué un vote de confiance à l'égard du roi du Maroc et de l'institution de la monarchie en général. Car au cours des dernières années, le peuple marocain a été témoin de plusieurs initiatives stratégiques et de grands projets quant à la politique étrangère du Maroc grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont je cite la reprise des relations entre le Maroc et Israël, le renforcement de la coopération sud-sud qui vise l'évolution des échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et les autres pays d'Afrique. Ces initiatives ont opté pour l'élargissement des horizons de la politique étrangère du Maroc et nous avons vu une réaction des électeurs qui était très favorable. Les électeurs marocains ont largement soutenu ces initiatives en manifestant leur volonté de les appuyer. Merci Ilan. Un autre point très important à noter à propos de ces élections du 8 septembre, c'est la participation massive de la population des provinces du Sud. Alors quel sens faut-il donner à ce taux de participation record lors de ce triple scrutin? Que signifie-t-il pour la politique de Sa Majesté au Sahara marocain? Je pense que ces chiffres sont évidemment très significatifs.
Cette participation massive constitue pour moi un signal fort de l'attachement indéfectible de la population du Sahara à son pays et son implication effective dans l'œuvre d'édification de ses institutions. Dans le cadre d'une régionalisation avancée qui lui ouvre grandes les portes du progrès et de la prospérité. Pour moi, cela montre bien que le plan d'autonomie proposé par le Maroc sur son Sahara fonctionne vraiment, peu importe ce qu'en disent certains commentateurs. Thank you, Ilan, for those, I think, very astute observations. Mushahideen al-Kiram, if I could... Merci Ilan pour ces précieuses informations. Alors, chers téléspectateurs, deux choses très importantes qu'il faut aussi souligner à propos de ces élections marocaines. C'est d'une part le taux de participation élevé qui témoigne de la qualité de la mise en œuvre démocratique et constitutionnelle au Maroc. Et d'autre part, ces élections ont aussi des implications très importantes pour les États-Unis. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 décembre 2021, le président Joe Biden a attaché dans son discours une importance particulière à la coopération avec des partenaires démocratiques pour faire face aux défis mondiaux. Et ces élections, justement, confirment l'enracinement de la démocratie au Maroc, un pays qui mérite d'être traité comme un partenaire fort et stratégique des États-Unis. Après la pause, nous discuterons de la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Restez avec nous. Mushahideen al-Kiram, welcome back to Mal Maghreb in Washington. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous poursuivons notre discussion avec notre invité, le colonel Andrew Milburn, ancien commandant des opérations spéciales du corps des marines des États-Unis et qui a dirigé un certain nombre d'opérations spéciales contre Daesh en Irak. Colonel, vous disposez d'une expérience significative dans la lutte contre le terrorisme et vous avez écrit récemment un article dans le magazine Newslooks. Je vais en citer un extrait. Nous avons appris à maintes reprises durant les opérations spéciales américaines que l'assassinat d'un leader important dans les organisations extrémistes n'aura pas d'impact significatif à moins que l'opération spéciale ne s'accompagne d'une stratégie plus large pour ébranler la cohésion de l'organisation terroriste. Fin de citation. Alors, à votre avis, quel impact aura cette disparition d'Al-Sahraoui, le chef de Daesh au Grand Sahara? La mort de cet homme est d'une importance évidente, mais au-delà de cette élimination, pensez-vous qu'il existe une stratégie plus large? C'est ce que j'espère, Adam, mais je ne suis pas assez optimiste. Je pense qu'il est beaucoup plus facile d'écrire à propos des terroristes que de les tuer. Je tiens tout d'abord à préciser que je ne connais pas bien la personne appelée Sahraoui, qui est responsable de la mort de quelques 3000 civils locaux dans la région du Sahel des trois frontières. Il est connu par les Américains et les Français pour sa responsabilité d'avoir ordonné l'assassinat de 6 travailleurs humanitaires internationaux au Niger il y a environ un an. Al-Sahraoui était connu par les Américains en raison de sa responsabilité dans l'attaque du 4 octobre 2017 menée contre une patrouille conjointe américo-nigérienne dans le village de Tongo-Tongo au Niger, qui a entraîné la mort de 4 soldats américains et 4 autres Nigériens. Ainsi, une telle personne mérite de mourir et nous avons appris à maintes reprises au cours des 2 dernières décennies que tuer un terroriste demeure aussi important et influent au sein d'une organisation terroriste, même s'il n'apporte pas grand-chose.
Bien que cela nous donne un bon sentiment, un sentiment de rétribution et même un sentiment de fierté, comme le montrent les tweets d'Emmanuel Macron et de son ministre chargé des Affaires étrangères. Mais permettez-moi de préciser ici qu'après cela, il semble que la France a estimé que Daesh est devenu une organisation inexistante au Grand Sahara avec la mort d'un Sahraoui et avait l'intention de retirer ses troupes du Sahel l'année prochaine. Au fait, ce que la France doit simplement faire après la mort de ce terroriste, c'est de disposer d'un plan de suivi pour voir ce qui se passe ensuite. Il y a une grande opportunité après l'assassinat d'un Sahraoui et de 2 autres terroristes qui ont tous des antécédents en association avec le Polisario avant qu'ils ne se dirigent vers la frontière au Sahel. Ils ne faisaient jamais partie de la population locale, mais ils ont commis des actes brutaux au cours des derniers mois contre cette population. Il est maintenant temps pour les gouvernements du Mali et du Niger de sensibiliser la population locale sur ce qu'a fait ce terroriste et pourquoi il a été tué et surtout qu'il y ait un plan afin de déterminer son remplaçant à la tête de Daesh, car il est fort probable que le nouveau chef essaiera de se remettre en valeur. Quand al-Zarqawi a été tué en 2006, l'organisation d'Al-Qaïda en Irak est devenue plus violente que jamais. Oui, c'est un point important, celui de l'escalade de la violence, car après l'élimination d'Al-Sahraoui, son organisation a tué des camionneurs marocains au Mali. Vous avez parlé de la nécessité de profiter du succès de cette opération spéciale, mais il y a quelques signes déroutants, voire paradoxaux, car malgré la réussite de cette opération, on constate que la France et les États-Unis réduisent leur présence militaire au Sahel. Dans le même temps, on constate que le Mali est sur le point de signer un contrat avec les mercenaires des forces russes Wagner pour assurer la sécurité dans le pays. Et l'on sait que les forces Wagner sont déjà présentes en Libye, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo et dans d'autres pays. Que pensez-vous de ces dernières évolutions et quelles peuvent en être les conséquences sur la lutte contre le terrorisme ? Je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à une guerre contre les extrémistes dans la zone des 3 frontières du Sahel. Vous avez parlé de négociations avec le groupe Wagner dont tout le monde devrait s'en préoccuper. Car l'un des problèmes dans la lutte contre l'insurrection dans cette région était le recours uniquement aux solutions militaires. Je base ma réflexion sur l'intervention militaire française d'environ 6 000 soldats en 2013. Chose qui a conduit au début à une réduction de la violence, mais cette dernière a augmenté actuellement au Mali plus qu'elle ne l'était en 2013. En fait, les Français ont tenu à l'annoncer après la mort de Sahraoui que ce qui est préoccupant, surtout que les États-Unis ont retiré la plupart de leurs troupes du Niger, et je dirais ici quelque chose qui peut surprendre puisque je suis un militaire. Je vois que les forces armées ne sont pas en mesure de résoudre ces problèmes, peu importe combien de terroristes nous avons pu tuer. Car il y aura d'autres personnes qui vont les remplacer, à moins que nous nous traitions les causes qui sont derrière et qui les génèrent en général. C'est pourquoi les gouvernements occidentaux et locaux n'ont pas réussi à traiter ces questions. Un gouvernement autoritaire donne la voie à une émergence de l'extrémisme. De ce fait, on constate que la réforme structurelle et la création d'emplois demeurent indispensables et non seulement le recours aux aides et aux subventions afin de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Vous avez soulevé un point très important en ressortant l'essentiel, car c'est exactement comme cela que fonctionne la politique du Maroc, qui a décidé de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme à ses frontières, en abordant les dimensions sociales, culturelles et religieuses du problème.
David, pouvez-vous nous parler ici du rôle que peut jouer le Royaume, notamment après le déclin de la présence militaire américaine et française? Quel peut être le rôle du Maroc pour la stabilité et la stabilité de la région, étant donné qu'il n'y a pas de solution strictement militaire pour mettre complètement fin à ce problème? I think that's a really important point. I think Morocco's southern strategy Je pense qu'il s'agit d'un point très important, car la coopération sud-sud proposée par le Royaume pour s'engager avec l'Afrique demeure une chose décisive afin de vaincre le terrorisme dans toute cette région du Sahel et même au-delà. D'autant plus, le service de renseignement marocain a joué un rôle majeur en termes de conseils techniques et de partage de renseignements avec les pays voisins et d'autres pays africains. Mais le plus important est le modèle marocain qui assure la formation d'un islam modéré qualifié du juste milieu et l'attention particulière aux besoins sociaux et économiques de la population locale, même dans les zones reculées où cela peut avoir un impact positif sur les causes derrière l'extrémisme violent. Le Royaume du Maroc a joué un rôle croissant et ambitieux en essayant d'exporter ce modèle vers les pays voisins et a obtenu un certain succès, mais c'est un processus qui se poursuivra longtemps jusqu'à ce que ces résultats apparaissent. Et j'espère que le Maroc continuera à déployer ses efforts dans ses pays voisins. Je pense que le Maroc, à la différence des États-Unis et de la France, mettra l'accent sur les atouts dont il dispose pour garantir la stabilité et la paix dans la région tout entière. Permettez-moi d'intervenir ici pour ajouter quelque chose à ce que David a dit au fond. D'un point de vue militaire, le Maroc dispose d'un service de renseignement qui est l'un des plus performants et efficaces de la région méditerranéenne, voire d'Europe. Rappelons qu'après l'assassinat de quelques Français à Paris en 2015, ce sont les renseignements marocains qui ont conduit à l'arrestation des délinquants, car le service du renseignement marocain traquait les chefs de l'organisation terroriste depuis son association avec le Front Polisario. Permettez-moi d'ajouter un dernier point. En fait, la partie contrôlée par le Polisario est devenue un vivier de chefs d'organisation terroristes. Nous devons revenir au rapport des Nations Unies de l'année dernière concernant les conditions des camps des réfugiés dans les pays voisins. Let me ask you about that a little bit more, Andrew, in the sort of 2 minutes we have left. Dans le temps qui nous reste, je voudrais vous poser cette question. Comme vous l'avez dit, Adnan Abou Walid al-Sahraoui et d'autres comme lui ont commencé dans les rangs du soi-disant Polisario, qui est une organisation toujours engagée dans la violence et l'adoption de positions réactionnaires. D'ailleurs, vous l'avez dit tous les deux, Tindouf est l'incubateur du terrorisme. Alors, quelles sont les leçons tirées par nos amis au Maroc de la neutralisation d'Al-Sahraoui et de sa relation avec le Polisario? Écoutez, chaque groupe rebelle aspire au succès, et quelle que soit son idéologie. Il a besoin d'un refuge sûr et d'une protection. Quant au Polisario, il dépend de l'Algérie. Les Nations Unies et les pays européens devraient donc faire une pression diplomatique sur l'Algérie pour régler cette situation dans cette région. Cette pression doit être très forte car le Polisario est une organisation qui mène des opérations au nom et au profit de l'Algérie. Le Polisario s'est lancé dans d'autres actions, même si l'Algérie, de son côté, veut lutter contre l'extrémisme. C'est un point de vue très important que celui de notre invité, le colonel Milburn, expert en contre-terrorisme, qui nous a éclairé aujourd'hui sur cette bataille qui s'inscrit dans une longue et immense guerre contre l'extrémisme violent et que le Maroc gère avec toute son expérience acquise au fil des années.
De plus, je pense que nous sommes tous d'accord sur l'importance de faire pression sur l'Algérie afin qu'elle exerce son rôle pour le retour de la stabilité et de la paix dans la région en freinant le Front Polisario. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je tiens également à remercier notre chroniqueur, Georges Landrit, et nos invités, le colonel Andrew Milburn, David Pollock et Ilan Berman. Merci à tous encore pour votre attention et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.